Cher public, chers orateurs, merci d'être venus si nombreux aux sélections du prix Jules Favre. On est ravis d'organiser les sélections et le prix Jules Favre. Alors on doit reconnaître que c'est quand même beaucoup de travail, hein, que c'est difficile, mais bon, la vie c'est comme ça, il n'y a pas de vote bloqué au 49.3, on doit s'y filer, et puis à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc aujourd'hui nous allons organiser les sélections du prix Jules Favre, le prix interne à Sciences Po Lyon, c'est quand même pas rien. Cette année on a un thème, comme chaque année, qui a été dévoilé sur Instagram, mais dont on va reparler. C'est le thème réplique de film. Et les sujets seront annoncés en fin de séance, quand tout le monde aura été sélectionné. Et donc, vous saurez, ceux qui ont été sélectionnés sauront leur sujet à la fin. Donc voilà, je disais qu'on était très heureux d'organiser ce prix Jules Favre. Je remercie très chaleureusement Monsieur Soulsavane de venir nous enregistrer. Si vous pouviez l'applaudir, s'il vous plaît, ce serait très aimable de votre part. Un grand bravo aussi à Justine Denis, parce que c'est grâce à elle qu'on a un si beau logo pour le prix Jules Favre, donc on peut faire aussi beaucoup de bruit pour Justine. Et enfin, on remercie particulièrement Simon Comellera, Marie Giraud et Mathéo Mottier qui organisent en coopération le prix Jules Favre. Donc on est aussi ravis d'accueillir notre jury avec monsieur Yvan Roche, inspecteur des finances publiques, préparateur à l'INSP, monsieur Juzo, prof de droit administratif, avocat, et monsieur William Bertrand qui a gagné le concours Paris-Lyon à l'Assemblée nationale, donc un grand bravo à lui, et il est dans notre jury aussi ce soir. Sans plus attendre, nous allons écouter les premiers orateurs. Nous rappelons qu'ils ont 4 minutes 30 pour faire un discours avec une tolérance de 15 secondes. On fera un bruit très désagréable si le temps est dépassé. Et voilà, et puis bonne chance et que le spectacle commence. Alors j'appelle Juliette Hommel pour Paris, c'est de la bombe. Paris, c'est de la bombe. Paris, c'est de la bombe. Comment ne pas être d'accord ? Comment oser s'attaquer à cette vérité générale, ce fait, ce presque proverbe ? C'est Paris, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une capitale, pas une lettre, mais une ville, et pas des moindres. Elle occupe le premier rang de notre État. Une agréable petite mégalopole de 12 millions d'habitants, les puristes en enlèveront 10. Bref, pas un village en Lozère. Bien que j'aurais aimé vous déployer mes chiffres, mes statistiques et mes enquêtes, que ce soit sur les JO ou sur les trottinettes, force est de constater que personne ne s'y intéresse. Donc, je vais vous dépeindre mon Paris. La bombe que c'est, l'aventure que chacun rencontre quand il y va. Trouver la sortie à Châtelet pour les provinciaux, ça compte aussi. Paris, c'est la promesse d'être surpris. En permanence, que ce soit dans des quartiers encore inexplorés, des musées tout juste visités ou des manifestations populaires qui auraient débordé, vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. Comme une fourmilière à taille humaine, Paris voit défiler sur ses pavés des milliers de gens pressés, d'artistes en devenir, d'étudiants révoltés ou d'influenceurs déconnectés. Faute parisienne, mais assez pour savoir que 9 € la bière en terrasse à 3 minutes de Porte de la Chapelle, c'est une insulte. J'aime tout dans cette ville. Ses cafés, ses bistrots bobos, ses boutiques attrape touristes, ses expositions alambiquées et chaque jour changeantes, il y a tant à faire que la plupart du temps, je ne fais rien. Cela dit, à mon goût, les plus grandes preuves de l'effet bombe de Paris, ce ne sont pas les fans de Eagle of Death au Bataclan, mais les touristes. Mes chouchous, mes amours, mon péché mignon, perdus, effrayés comme des sixièmes le premier jour de la rentrée, on lit dans leurs yeux ce mélange d'excitation, d'appréhension, et ça, il n'y a que Paris qui vous le fait vivre. Je souhaiterais maintenant me pencher sur le côté bombe, quelque chose d'explosif, de surprenant, d'exceptionnel, de sensationnel, et que vous ne vivrez nulle part ailleurs. Paris vous offre tout ça à la fois, et pour la modique somme de 10 000 € le mètre, votre rein droit et une recommandation d'un des membres du CAC 40. Mais vous voyez, ce qui est cocasse avec Paris, c'est que vous n'hésiterez pas une seconde à payer. C'est là toute la beauté de la chose. Vous vous ruinerez jusqu'à l'os pour un trou à rats, mais vous serez le plus heureux du monde à le faire.
Vous critiquerez absolument tout, des pigeons à la météo, des grévistes à notre cher Hidalgo. Vous râlerez, vous pestiférerez, vous grognerez, comme il est coutume de le faire, mais la simple idée d'habiter à Haï, le Haut-Clocher en Somme, vous donnera des sueurs froides. Plus encore, habiter nulle part ailleurs que la ville lumière équivaut pour vous à une vie de misère. Parce que Paris, c'est l'infinité, une suite interminable de possibilités qu'il n'advient qu'à vous d'expérimenter. Je vous le demande, comment s'en passer? Musée du Louvre, île Saint-Louis, place des Vosges, les grandes galeries, il y en a pour tous les goûts. Jeunes provinciaux, ambitieux, aguerris et tout juste arrivés à la belle amie, je vous laisse le 15e. À la gauche caviar et engagé, révolutionnaire pour emmerder son père, continuez de proliférer dans le 6e. À nos ancêtres, bourgeois et aigris, fidèles clients du tir au pigeon, le 16e est votre maison. Aux amateurs de nouilles, vous aurez le 13e, aux amateurs de crack, vous aurez le 18e. Bref, vous l'aurez compris, à Paris, il y en a pour tous les goûts et pour ma foi, tous les prix. Car comment vouloir connaître autre chose que ce qu'il y a de meilleur, de plus vaste et de plus sophistiqué qu'un citadin puisse, dans toute la France, expérimenter? Question ou pas? Normalement, il y a un bip qui est prévu, non? À 4 minutes. Ouais, on est à 3h31 là. Ah, d'accord. Donc, il me reste le temps de poser une question. Henri IV, est-ce que Paris vaut une messe? Est-ce que Paris vaut une messe? Alors, qu'est-ce qu'une messe? C'est ma parole, un endroit où beaucoup de gens se rassemblent autour souvent de valeurs qu'ils partagent. En ce qui concerne la messe, du coup, on va dire la chrétienté, le christianisme. Et pour moi, Paris, ce n'est pas une messe, pour la simple et bonne raison qu'il y a de tout, et surtout de la diversité d'opinions, de moyens, de pays, bref, c'est très très divers. Là où une messe, ça va être pour moi un rassemblement de personnes qui sont liées par une même chose, une même volonté, une même croyance. Ici, du coup, comme je disais, le christianisme. Alors pour moi, Paris, c'est pas une messe, c'est plutôt une fête de plusieurs personnes ensemble qui vont célébrer la capitale. Et à la négative, Chiara Benedetti. À 3h du matin, on distingue mal les alentours. Bon, à 3h du matin, on avance prudemment. On avance vaillamment malgré le noir qui nous entoure et on se cogne aux débris parfois. Il y en a tellement. Les débris, c'est pas toujours des canettes écrasées. Parfois, c'est un homme allongé dans la nuit. Ils ponctuent tous les deux ce paysage particulier et ils sont souvent, avec la même indifférence, accueillis. Cet homme est clopé, au regard hagard d'alcool. Cet homme qui titube, grand manteau, dents sensibles. Cette allure dépravée, d'habitude, on en rigole. Mais aujourd'hui, je vous la décris et il n'y a pas grand-chose de risible. On ne connaît pas son histoire. La plupart n'en ont rien à faire. On se contente de le croiser le soir, d'en avoir peur sans en avoir l'air. À 3h du matin, nous, on sort de boîte. On est fatigué, on a bien dansé et certains ne rentrent pas seuls. On se perd 2-3 fois. On tourne à gauche, puis à droite. On se croit beau, grand et qu'est-ce qu'on gueule. On rend visite à une pote. Tu sais, celle qui a été prise à la Sorbonne? Elle se la pète, la parisienne dévote. Mais le matin, c'est pour aller bloquer le périph' que son réveil sonne. On fait les touristes. Elle nous montre le Paris fantasmé, la Tour Eiffel, les Tuileries, l'Assemblée nationale. On voit les immeubles haussmanniens, les cafés. On est fiers d'être français. Et on oublie à quel point c'est sale. C'est vendredi soir. On s'amuse. On se retrouve. Mais on parade quand même toute l'après-midi. La foulée danse, elle se tend. Et nous, ça fait des mois qu'on est à cran.
La foule libère la colère qu'on couve. Le week-end est cool, hein. Ça fait quand même du bien de dire merde à Paris. À 3h du matin, on découvre une figure étendue. On a bu, mais on se rend vite compte qu'il y a un problème. Cet homme est trop immobile. On appelle le SAMU, et la soirée se finit doucement avec le médecin qui l'emmène. Lucas envoie un message à sa copine pour ne pas l'inquiéter. Paris, c'est de la bombe, bébé. À 3h du matin, il y a toutes sortes de bruits dans Paris. Il y a la vie des fêtes, des spectacles, des apparts éclairés. Il y a la sirène de l'ambulance qui déchire la nuit. Et il y a les cris qu'on n'entend pas, qu'on ne veut pas t'entendre. Cette nuit succède au jour, et nous, on pense souvent au cauchemar. On se dit la nuit, le mal se réveille, avant il n'existe pas. Et pourtant, la nuit, on se rend souvent compte qu'il est trop tard. On ferme les portes, les yeux. À demain, c'est la fin du débat. Et dans la nuit, le froid craint s'étend. Dans la nuit, on est seul, alors qu'il y a 2 millions de Parisiens. Dans la nuit, on a beau porter plainte, c'est vain. Dans la nuit, des paroles violent leurs enfants. Mais on vous dira que tout est beau, que tout est grand. Que voulez-vous, c'est Paris, notre belle capitale. Il n'arrive rien des misères du monde. C'est un emblème national. Alors que comme partout, c'est une bombe à retardement. Est-ce que Paris brûle le cierge des deux côtés? Disons que si le cierge était une bombe et qu'il brûlait des deux côtés, alors on peut penser qu'il s'annulerait tout de lui-même. C'est tout. À vos souhaits, à la positive Mia Amar. À vos souhaits. Comme tous les hivers, alors que le froid est roi, la lune jamais couchée et que le soleil s'impose plus difficilement que le reste de l'année, comme tous les hivers, comme chaque année, un flocon tombe et moi aussi, malade. Comme chaque année, alors que je m'enterre sous une pile de mouchoirs qui me permettent de respirer et dont l'emballage empêche certainement beaucoup de tortues de faire de même, comme chaque année, je suis enrhumée. Bref, à chaque fois, chacun le dit, un à la fois ou tous en chœur, tout fier d'avoir été le premier, comme un contre Uno, un +4 ou un carré d'as, comme à chaque fois, une vague de froid, et qu'entendons-nous? À vos souhaits. C'est très étrange, à vos souhaits. C'est la formule la plus jolie qu'on a trouvée en tant que société pour se féliciter d'avoir été assez borné pour ne pas se couvrir. On pensait l'avoir passé, l'âge de la contradiction, l'âge de l'esprit d'opposition. Mais non, on en est encore à regarder la météo et à l'ignorer, à se plaindre à sa mère, mais elle a abandonné. Cette veste, vous ne la mettrez pas, et maintenant j'ai compris pourquoi. Non pas qu'on ait l'air particulièrement intelligent à sortir fumer sous 5 degrés mal couvert et un peu éméché. Qu'on soit clair, la fièvre survivra, le style pas. Bref, comme chaque année, à entendre à tes souhaits, je rêve de ce que je veux voir exaucer. C'est donc pour ça qu'on court après ces sages paroles. On veut encore pouvoir rêver. Problème, je n'ai aucune idée de ce que je veux. Un poney, compliqué. Une voiture, faut le permis. Gagner au loto, le gars du tabac n'a pas l'air d'avoir bu que de l'eau, je préfère rester là. Je tente de me résoudre, a-t-on vraiment besoin de vouloir? À mes souhaits, oui, surtout pour les rêver. Jamais on n'a entendu « à votre réalité ». Qui veut d'une réalité? Elle semble bien fade, bien morne, bien possible. C'est dans l'inatteignable qu'il y a du beau. Pas prête de laisser tomber, amatrice des compétences informationnelles et des sources sûres, j'ai cherché. Il paraît que durant l'Antiquité, on pensait que c'était un esprit divin qui passait quand on disait « à vos souhaits ». Je vous assure, Internet me l'a dit. Et comme ça a été posté en 2006 sur un overblog, l'Antiquité, il s'y connaît. Aucune raison d'en douter. Il faudrait alors penser qu'un petit ange est passé ici-bas pour nous écouter. Il faudrait alors tout formuler, nos vœux, ce qu'on voudrait savoir possible.
Or, jamais on ne le fait et jamais rien ne se passe, c'est bien là la fatalité. De ne plus croire en rien, sauf en nous, c'est donc ça, la pleine conscience dont on nous rabâche les oreilles à longueur de journée, ne plus en avoir. Mais quand j'étais petite, on ne me disait pas ça. J'entendais toujours « à tes souhaits, à tes amours, à ta folie ». Alors déjà, pour vous avoir éternué dessus, c'est très très gentil. Mais surtout, réfléchissons à ça ensemble. Mes souhaits, mes amours, mes amours. Alors, c'est bien de me le souhaiter, vu comment ça a l'air de marcher. Ma folie, là je veux bien. Je ne sais pas très bien où on va avec ça, mais je veux bien. Finalement, tout ça n'a qu'un rôle. Se trouver un but dans la vie. On va le faire ensemble. On va trouver nos souhaits, on est jeunes, modernes, férus d'introspection, réfléchissons, prenons un Xanax, il le fera pour nous. Alors, mes chers padawans, réunissons nos forces. Que puis-je souhaiter la prochaine fois que je suis enrhumée ? Balayons ensemble les différents aspects. Famille, on ne la choisit pas, mais ils sont sympas. Amis, on les choisit, donc ils ont intérêt à être sympas. Amour, bon voilà, sujet sensible. Études, voilà, touché. Comme beaucoup d'entre nous, je suis arrivée à Sciences Po parce que Parcoursup m'a dit « Quels sont tes souhaits ?» Que j'ai réfléchi, stressé, que j'en ai parlé à toutes les personnes que je connaissais, fait 3 clics sur le site le plus sombre de l'éducation nationale pour me retrouver ici, à Lyon, ville lumière de la gastronomie et des abonnements Vélove à 15 €. Mais justement, sans pour autant être prévu, mes souhaits se sont choisis tout seuls et exaucés. En me laissant une liberté, la liberté entre ici et Saint-Germain-en-Laye. Finalement, dans « À vos souhaits », la partie la plus belle, c'est le point d'interrogation. C'est celui qui vous dit de vous réinventer. Si vous êtes, comme dirait Sartre, condamné à être libre, osez souhaiter et peut-être abandonner, ne rien savoir et tout deviner. Cela ne me donne finalement qu'un seul vœu, celui de savoir ce que je souhaite. Il me fallut déjà quelques minutes pour vous l'expliquer. Comme dirait un monsieur à perruque du XVIIe siècle et ma mère, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, voyez, ce n'est pas gagné. Finalement, je veux pouvoir me réinventer, être spontanée, avoir à chaque minute une nouvelle idée. Il ne tient qu'à moi de les trouver. Et vous, vous les savez, vos vœux ? Est-ce que vos souhaits, ils sont compatibles avec l'intérêt général ? Mes souhaits, faudrait déjà les trouver. Mais les souhaits, ça peut être à la fois individuel et collectif, et on peut penser à l'intérêt général et faut penser à l'intérêt général. En fait, il faudrait souhaiter que l'intérêt général puisse nous permettre de souhaiter notre bonheur et que notre bonheur puisse servir l'intérêt général. Donc, Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis mis, je ne sais rien faire. À la positive, Pauline Brunon. Chère Elisabeth, est-ce qu'à vous aussi, on a de multiples fois posé cette question à la réponse toujours inspirée les premières années, mais dont les sources se tarissent après 13 ans ? Cette question à laquelle, j'imagine sans peine, vous n'avez jamais répondu ministre. Cette question que l'oncle nerveux du bout de table à Noël ou que mamie Joël ne pouvait s'empêcher de poser chaque année, au moment du réveillon, sur le même ton. Et alors toi, mon Elisabeth, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Vous avez peut-être répondu princesse au début, maîtresse un peu plus tard, ou encore doctoresse, parce qu'après tout, ministre, c'était bien trop sinistre. Il y a donc quelque chose qui m'échappe. Vous êtes tombée dans le mauvais chaudron, Madame Borne ? Vous avez zappé l'étape conseillère d'orientation ? Ou avez-vous simplement impressionné le mauvais con ? Car Prouesse, la pupille de la nation, est certes devenue polytechnicienne, mais pour que, bien plus tard, bien après les ponts et les chaussées, vous ne rejoigniez les grands-ducs de l'Élysée. Royal, Hulot, Philippe, le maire et même Djebari, or les années passent, ils trépassent, mais pas vous. Du vieux PS à la République en marche, vous avez commencé à mélanger votre gauche avec votre droite, même si cela ne vous a point empêché de mener votre barque bien tranquillement, de vapoter dans les rangs de l'Assemblée et de conseiller à une femme handicapée de retourner à la vie de salarié. Et ce, jusqu'à ce que le téléphone rouge sonne. Dring, dring. Oui, allô, Madame Borne, on a un souci à l'étage du dessus. Trop de vieux, pas assez de fric, vous avez 4 heures pour briller. Et là, c'est le drame.
Elisabeth se retrouve plongée dans son corps de jeune femme, à peine sortie de prépa, un joint au coin de la bouche, des épaulettes sur ses bras frêles, un pas d'elfe élimé et des perles autour du cou. Comme en ce jour d'avril 1981, face à sa première copie pour Polytechnique, Elisabeth panique. Trop de vieux, pas assez de fric, je suis désolée, je sais pas faire. Cette équation, elle doit être fausse, je tombe toujours sur 49,3, je peux y aller. Seulement, vous n'aviez pas le choix. La première gonzesse à Matignon depuis 30 ans tout rond, ça vous donne l'air de Napoléon. Vous restez donc mener votre Waterloo à vous, comme beaucoup d'autres de vos batailles d'antan, puisqu'après tout, cheminots de province et transports parisiens n'étaient que les préliminaires de grèves bien plus cruelles. Alors, plus de fourches, mais des poubelles. Plus de carabines, mais des fumigènes. Ministre, certes, Elisabeth, cependant une certaine impression que vous ne savez pas ce que vous faites. Car 11 ta gueule aux Français, c'est peut-être un peu trop dans le pays du Kratos au Démos. Vous semblez dire « Ah bah le débat !» comme on crie taxer les riches. Et vous le déclarez solennellement à tous ceux qui ne dorment plus face aux dettes, à ceux qui chantent pour des dispenses, à ceux qui se rebiffent face aux débats trop lents, à ceux qui hurlent leur peur de travailler pour décéder, à ceux qui regrettent souvent de ne pas avoir le diplôme que vous chérissez tant. Et surtout, à ceux qui étaient hier, sont aujourd'hui et seront encore demain, debout dans la rue. Alors Napoléon, c'est non. Non à la réforme, même pour la forme. Et pourtant, ce non, vous ne l'avez pas entendu. Et vous ne l'entendez toujours pas. Faut-il que les Francs crient plus fort ? Même constitutionnelle, cette loi, on n'en veut pas. Vous vouliez une république qui marche, la voilà. Alors courez, Elisabeth, avant qu'on vous attrape. Signe d'une fierté sans borne pour certains, un manque de communication pour d'autres. Pour moi, la solution est simple. Rendez-vous. On joue au président, pas au Premier ministre, Elisabeth. Attention, une carte de trop et vous redevenez trop du cul. Comme une thérapie de couple qui n'a plus d'issue, la France et vous êtes fichus. Il va falloir y aller tout doux, et comme quand on arrache un pansement, c'est juste un petit pincement, et puis plus rien. Si ce n'est une insignifiante cicatrice dans le cœur des Francs. Tu sais quoi, Lizzie ? Remets-toi sur le marché. Touche l'emploi de près, tu verras la précarité. Parce que non, les pauvres, c'est pas fait pour être pauvres, et les riches pour être très riches. Si tu veux inspirer, mets-toi de côté, ne te tente surtout pas à la présidence, et tout va bien se passer. Tiens, et si tu retournais à tes chaussées, à tes ponts, et même à la RATP ? Allez, pose ta carte +2, c'est plus à ton tour de jouer. On a 49 raisons de te dégager pour seulement 3 raisons de te garder. Tente le solitaire, c'est plus calme, moins de joueurs et moins de colère. Ma petite Elisabeth, je vais quand même te partager un secret. J'ai la recette magique du bon ministre. Eh bien, tu ne t'en doutes peut-être pas, mais ferait bien meilleur ministre que toi, Mamie Joël est ton oncle du bout de la table. Alors certes, le foie gras de Mamie Joël, il est pas très bon, mais elle, au moins, c'est une Madame Tout-le-Monde. Une Madame Tout-le-Monde qui travaille depuis ses 16 ans et qui s'est arrêtée bien avant 64 ans. Il ne suffit donc pas d'avoir fait la bise au bon con dans le bon stage de ton bon réseau et de ta bonne école. La clé, c'est la répartition. Alors finis les 1 pour tous, chacun pour soi. Finalement, Elisabeth, qu'est-ce que tu penses de princesse ? C'est pas mal, il paraît que ça gagne bien. Tente pour voir, histoire qu'on puisse espérer un jour que les enfants répondent à cette grande et fameuse question. Plus tard, moi je veux devenir ministre. Pauvre con, trou du cul, dégage, bon con, gonzesse. J'ai l'impression que Mamie Joël vous a reproché d'avoir dépassé les bornes. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? J'ai appris à être vulgaire, et c'est vrai que ma Mamie Joël à moi m'a beaucoup appris à être vulgaire. Et j'ai décidé de traiter Elisabeth comme elle nous traite, comme des enfants. Donc j'ai traité Elisabeth comme une enfant. À la négative, Océane Roche. Mesdames, Messieurs, chers orateurs, chères oratrices, cher public, c'est avec un certain plaisir que je vous propose de traiter aujourd'hui un sujet primordial. Un sujet essentiel en réaction au contexte actuel, porteur d'idéaux, de réflexions, de projets, et qui m'a clairement fait chier. Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis ministre, je ne sais rien faire, de Louis de Funès, La folie des grandeurs, à la négative. Non mais sans rire, en recevant le mail de Sciences Po Orateur qui m'attribuait le sujet, j'ai fortement plissé les yeux. J'en suis bien désolée, mais se retrouver à défendre tous les trous du cul du gouvernement, c'est un peu comme défendre Gérard, 54 ans, chasseur, qui a flingué Dimitri, 8 ans, car il l'a pris pour un sanglier. C'est défendable uniquement si t'es vraiment bien payé.
Mais je sais pas vous, autre orateur, mais je crois pas qu'on soit payé. Non ? Merde. C'est pas grave. Néanmoins, mettre en parallèle la folie des grandeurs et le gouvernement, excusez-moi, mais c'est du pur génie. S'il y a bien un endroit totalement déconnecté de la réalité, de l'éthique et de la morale, c'est bien là-haut. Et on est bien d'accord qu'il ne suffit pas d'avoir fait 5 ans d'études en sciences politiques pour le voir. Mais je vous jure que les ministres savent faire des trucs. Non mais, ils sont quand même vachement talentueux, regardez. Ils ont aucun mal à faire un discours de 25 minutes sans dire la moindre chose de concrète. J'essaie là de reproduire quelque chose pour une durée courte, 4 minutes 30. Et j'ai vraiment du mal. Là, je m'entraîne. Le stade d'après, c'est quoi ? Borne, 20 minutes. Puis la consécration, Monsieur Baroche, 2 heures. Mais on n'est pas là pour ça. Et même quand on parle en termes de probabilité, je suis désolée, avec le fruit du hasard, il y a toujours un moment où on finit par être intéressant. Toujours. Ou alors où on réussit à faire rire l'auditoire par l'absurdité de la situation. Mais pour ne pas y arriver à ce point, mais c'est forcément quelque chose de volontaire. Et admettez, mais ça nécessite une compétence de taré. On peut alors plus qu'affirmer qu'ils sont experts, les ministres. Mais que dis-je ? Ils sont maîtres dans l'art de parler sans rien dire. Et heureusement pour eux, ils savent faire beaucoup d'autres choses. Malheureusement pour nous, c'est pas toujours une grande réussite. Il y a certains ministres, en l'occurrence une ministre, qui a pu montrer qu'à force de promouvoir les formes de la République, on se rend compte qu'en effet, elle pète pas la forme. Posée dans Playboy, magazine misogyne, grossophobe, hétéronormé, afin de dénoncer la condition féminine, je vous avoue qu'on l'avait pas vu venir. Remarquez, il y en a d'autres qui l'ont pas vu venir, je pense que c'est les lecteurs de Playboy. Ils recherchent des petites blondes en costume de lapin. Je pense que pour le coup, ils sont pas tombés des nues. Ils l'ont pas vu venir. Plus sérieusement, Schiappa a un tour d'avance sur nous. Elle a en fait très bien compris comment limiter la pornographie. Et ça, pour le coup, c'est pas donné à tout le monde. Et connaissant la dévotion de nos amis et les filles pour leur leader, on aurait mis Méluche en robe avec un bonnet phrygien. Le lendemain, Playboy explose en bourse. Bon, on peut attribuer à Schiappa qu'elle a su distraire les esprits pour faire détourner les yeux de ses magouilles, et ça, c'est vraiment malin. Mais pardonnez-moi, je suis un peu méchante, un peu espiègle avec Madame Schiappa. Et pour reprendre les mots de Darmanin, vous comprenez, être une femme libérée, c'est pas si facile. Mais d'ailleurs, à parler des compétences des ministres, je n'ai qu'un seul nom à dire, Darmanin. Ah, Darmanin. Il déteste tellement les gens de gauche qu'on est surpris que de la faucille et du marteau, il a quand même décidé de garder le marteau. Quel héroïsme. Remarquez, ça explique qu'il voit tous ces problèmes comme des clous, surtout la tête des manifestants. Ah, c'est vrai qu'ils sont compétents, nos ministres. Et si jamais vous voulez vraiment être convaincus de tout ça, regardez la télé ce soir à 20h. S'il devait être ministre, celui qui parle ce soir, il serait ministre de quoi ? Parce que là, il est président de la République. Alors je pense que si Macron devait maintenant être ministre, bon, je vais être un peu vulgaire, mais en tout cas, pour moi, un ministre est censé représenter le peuple. Il ne représente pas le peuple, en tout cas pas la majorité des Français, donc il n'aura tout simplement pas à être ministre. Pour moi, il prend la porte. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire de Coluche. À la positive, Charlotte Aymar. Lundi 23 janvier, 10h10. Heure de ma mort civile à Sciences Po Lyon. En plus d'avoir dit quelques heures plus tôt en cours de transition environnementale que désolé, mais les éoliennes n'étaient pas esthétiquement tant somptueuses que cela,
Je reprends en cours d'économie de l'entreprise les mots fâcheux du légendaire humoriste Coluche. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le syndicalisme, c'est le contraire. Ces paroles eurent l'effet d'une bombe. Cheveux bleus hérissés, chaussettes communistes remontées, mono, sourcils froncés, j'avais revivifié une partie de la promo. Soudain, passe au sein de mon esprit ce sacré souvenir de repas d'été en famille. Le thème, le naufrage du syndicalisme en France. Le syndicalisme, c'est l'émancipation et non l'exploitation. Cessez de penser cela, disait mon oncle Pascal. Or là, pour Guy, mon cousin, ces mots passant d'une oreille à l'autre et s'enfonçant sans limite au sein de sa membrane tympanique, ne pouvaient le laisser sans effet. Pour lui, le syndicalisme, c'était comme le capitalisme. Et pour moi aussi. Progrès sociaux, dénonciation de l'exploitation, volonté d'instaurer des salaires décents, tout ça, j'explique à l'étudiant international de ma classe que c'est du bullshit, man. Mais Coluche, pour l'étudiant international de ma classe et pour vous aussi, je pense, elle est complexe à comprendre ta phrase. Alors ne me remerciez pas du parallèle que je vais dresser afin que vous compreniez le second degré de notre cher Coluche. On aurait pu dire le monopartisme, c'est la pensée unique et le rejet de toute nuance. Les étudiants à Sciences Po Lyon, c'est le contraire. Et à ceux qui ne comprennent toujours pas le second degré et qui n'osent pas regarder la vérité en face, vous savez, ceux qui adoptent la Macron-position, on voit rien, on n'entend rien, on se prend une petite bière à Kinshasa. Sachez que la situation actuelle fait écho à la pensée de Coluche. Cette colère sociale qui s'abat sur notre pays telle une vague qui viendrait se briser brutalement sur la coque d'un chalutier en pleine nuit. Syndicalisme et capitalisme boivent la même eau, partagent même leurs repas et surtout habitent et se développent de la même façon et entre les mêmes murs. Comme Élisabeth, qui est l'unique borne au royaume des aveugles, les syndicats ne sont rien de plus qu'exploiteurs mais façon anticapitalistes ou capitalistes anti. Beaucoup craignent ceux qui affirment les mots de Krasuki. La CGT, c'est le cancer général du travail. Encore que c'est faux parce que le cancer évolue, pas la CGT. Et moi, à ça, j'ajoute que là est faux. C'est la fabulation ouvrière et oppressive. Encore que c'est faux parce que l'oppression évolue, pas l'ouvrier. Les syndicats s'assoient sur le droit du travail. Il suffit de vous pencher sur le renvoi du chauffeur de Philippe Martinez quelque temps avant Noël. Penchez-y vous, mais faites très attention, vous allez tomber de très haut. À la CGT, le Père Noël a été une ordure et cette fois-ci, il n'est pas sur le trottoir. Bref, le syndicalisme exploite et ne respecte l'homme autant que le capitalisme. Mais le problème, c'est que vous, les syndicalistes, vous êtes un peu comme Anne Hidalgo et ses 1,75, un peu comme Pécresse et son zénith à Paris, ou encore un peu comme Emmanuel Macron et ses mesures écologiques. Il vous en faut peu pour être heureux. Non mais sérieux, un adolescent de 15 ans d'1,50 m à la tête du syndicat lycéen présent sur tous les plateaux TV, vous êtes ravis ? Comme vous êtes ravis de prendre votre petite pause McDo en pleine manif contre les retraites. Oui, ce jour où on met l'économie et les géants à l'arrêt. Ce syndicalisme accapareur, défenseur en principe, mais profiteur en réalité. L'organisation des syndicats n'est que le calque de celle du capitalisme. Dans leurs mains, ce crayon gris avec lequel les contours de la pyramide hiérarchique exploiteuse sont précisément reproduits. Et comme dirait Coluche, dans cette pyramide, plus on va vers le bas, plus c'est la merde. En haut de la pyramide, pas d'or, ni d'électricité, mais bien un représentant et un délégué. La domination de l'homme par l'homme, elle est là. Laurent Berger sur Patrick, ouvrier dans la petite usine de Saint-Symphorien et adhérent à la CFDT, elle existe. Et enfin, pour les perplexes qui prétendent peut-être vouloir faire mon procès, prônant leur prénotion et se persuadant que mes phrases ne sont que le reflet de mes privilèges, à vous, je partage les mots de mon père ouvrier. Tu sais, Charlotte, toute notre vie, on a espéré. Les syndicats, au début, on y a cru. Mais croire, souvent, ça ne suffit pas. Est-ce que vous seriez prête à tenir le même discours lors d'une AG ici à Sciences Po ? Ah bah alors, figurez-vous... C'est très bien que vous me posiez cette question. Merci. Parce que je me suis rendue vendredi avant les vacances en AG, effectivement, pour
pour aller dire mon point de vue sur ces blocus incessants et permanents et qui pour moi n'ont plus aucune efficacité et qui sont complètement contre-productifs pour tous les étudiants, enfin bref. Et en effet, alors même si j'étais minoritaire et que j'ai dit des choses qui ont pu peut-être pour la majorité ne pas être politiquement correctes, si je puis dire, eh bien oui, je les dirai. Et d'ailleurs, il y a AG demain à 18h. Et s'il faut, je pourrais refaire mon discours. Et j'invite tous ceux qui veulent aussi exprimer leurs pensées, quelles que soient vos opinions, quitte à se faire afficher sur le mur de la honte. Moi, j'en suis fière. À la négative, Nathan Hacklock. Le syndicalisme tue. Il exploite. Il opprime. Il aliène. Il tue. À la manière du capitalisme, le syndicalisme fait profiter ceux d'en haut, en exploitant ceux d'en bas, qui participent pourtant de la création des richesses de notre pays. Partout où ils interviennent, en effet, les syndicalismes font mine de représenter le monde ouvrier, les classes laborieuses, alors même qu'ils font partie eux-mêmes de l'élite dirigeante. Tiens, prenons pour exemple la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Quelle est sa profession d'origine ? Cheminot ? Aide-soignante ? Cariste ? Non. Elle est conseillère principale d'éducation. L'élite, quoi. Ce sont donc eux qui, prétendant parler au nom du peuple, celui qui travaille, défilent sur tous les plateaux télé pour défendre les causes des travailleurs qui ne parlent pas, justement, mais qui subissent la domination de leur patron. Et c'est d'autant plus vrai que le syndicalisme est en phase de périclitation. Car oui, beaucoup ont fait de la mobilisation contre la réforme des retraites une sorte de renaissance pour les syndicats. Mais le nombre de syndiqués ne cesse de baisser, de 11 à 10,3% depuis 2013. Ce sont donc ces 10%, représentés par une élite syndicaliste, qui oppriment les voix de ceux dont on ne parle pas, mais qui travaillent dans l'ombre et se taisent le plus souvent. Le syndicalisme tue, donc. Du moins, c'est ce qu'on peut montrer avec une analyse à fleur de peau, ou au cours d'une discussion avec Cyril Hanouna. Car oui, quand on rentre dans les profondeurs et les entrailles, qu'on étudie empiriquement ce monde syndical et qu'on laisse de côté une théorie qui effleure seulement le sujet, on comprend tout autre chose. Changeons donc de paradigme et regardons les faits, le concret, bref, faisons du Sciences Po. Voyez-vous, je suis allé plusieurs fois manifester contre cette infâme réforme des retraites. Et souvent, au lieu de me retrouver dans le cortège des jeunes, où il y a d'ailleurs, et soyons-en fiers, beaucoup plus d'ambiance, j'étais dans les rangs des syndicats des travailleurs. Je ne vous apprends rien, les syndicats sont souvent armés d'une camionnette, de grandes banderoles, de mégaphones. Et en écoutant attentivement un délégué syndical de la CGT qui lançait des « La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder ». Je chante pour vous la remettre en tête parce qu'on annonce qu'il n'y a plus de manifestations jusqu'au 1er mai. En écoutant donc ce syndiqué qui n'arrêtait plus de rabâcher en quoi cette réforme était infiniment injuste pour lui et ses camarades, je me suis mis à penser. Ce gars-là, hier, il était peut-être en train de ramasser les poubelles, comme chaque matin. Ce gars-là, hier, il est peut-être en train d'être dirigé dans un immense entrepôt par une machine qui lui dictait faits et gestes, ou de bosser dans une usine sans voir la lumière du jour. En le regardant, je me suis dit qu'en une journée, il était passé d'ouvrier de l'ombre, soumis aux dures règles du travail, à un manifestant speaker, rôle dans lequel il pouvait laisser exprimer ses émotions, ses sentiments, son ressenti. Ce gars-là, il avait tout d'un coup le droit de dire à quel point il souffrait, de lâcher toute sa colère contre son patron, contre le gouvernement. Il avait conquis l'espace public, et parmi les milliers d'autres manifestants, il se distinguait par ses chants, par ses cris, par sa voix. Il était devenu quelqu'un. Dans les profondeurs du capitalisme, les syndicats permettent de rassembler toutes ces colères, toutes ces pulsions, tous ces cris intérieurs. Bien sûr, ils ne représentent pas tout le monde, car beaucoup restent encore sur le bord de la route. Mais il a ce mérite immense d'être le porte-voix de ce peuple qui travaille, de donner à cette classe un droit fondamental, celui de la liberté d'expression qui, dans le système capitaliste, est une donnée absente. Coluche, qui était friand de jeux de mots, avait dit un jour « Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le syndicalisme, c'est le contraire ». Avec tout le respect que j'ai pour cet homme, je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'il s'était trompé, à deux titres. Le capitalisme n'exploite pas,
mais il tue. Quant au syndicalisme, il n'exploite pas, mais il fait vivre. Vous êtes donc étudiant à Sciences Po. On sait que les lauréats à 90% de l'INSP sont issus de Sciences Po, et vous ne pensez pas que vous avez participé au capitalisme ? Moi je crois justement que tous là dans la salle, bon, la plupart sont de Sciences Po je pense, je crois justement que notre plus grand défi aujourd'hui, c'est de réussir à renverser ça, renverser ce capitalisme, et si un jour on peut... Si c'est aussi ça qui doit être notre objectif, et c'est pas parce que c'est un système qui pour certains, je crois pas pour beaucoup d'ailleurs, mais pour certains paraît être le seul remède pour qu'on puisse vivre en société. Moi je crois qu'on a la possibilité et même le devoir de le renverser, parce qu'il n'y a que ça qui nous permettra de survivre, quoi. Alors, quand on parle du loup, on envoie la queue à la positive Martin Roman. Alors avant toute chose, j'aimerais dédier ce discours à la personne la plus loufoque et extraordinaire que je connaisse, à savoir mon ami, mon acolyte, mon camarade de vie, que j'aime tellement du plus profond de mon cœur, avec sa petite tête là, ses cheveux ébouriffés, dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver l'été dans le petit matin frileux. Ah, mon vieux. Encore aujourd'hui, il n'a pas pu être là, mais... Oh mais qui voit l'âge ? Quand on parle du loup, un tonnerre d'applaudissements pour Roméo, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, et j'espère que vous allez bien en cette belle soirée de printemps. Aujourd'hui, comme vous l'aurez remarqué, je vais vous parler de loup, de queue, et c'est tout, voilà, car il y a déjà énormément de choses à dire à propos de ce magnifique proverbe populaire issu tout droit de notre belle et douce France et du terroir. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui m'ont attribué ce sujet, vraiment merci infiniment. Car oui, quand on parle du loup, on en voit la queue, et qu'il s'agisse de nos complexes, de nos phobies ou même de nos rêves, le théorème se confirme. Oubliez Thalès et Pythagore et imaginez le temps d'un instant que vous vous trouviez à 3,14 cm de votre plus grande peur. Emmanuel Macron, non. N'abusons rien, on va dire l'extrême droite. Oui, bon, d'accord, c'est la même chose, mais je vous parle de la vraie extrême droite, vous savez, celle qui s'assume. Eh bien, comment ne pas associer son improbable montée dans les derniers résultats électoraux à la soudaine omniprésence de ses membres ou simplement de sa parole dans nos médias ? Marine Le Pen est-elle vraiment d'extrême droite ? Et pour en parler, nous accueillons Caroline Fourest, Michel Onfray et Jean-Marc Morandini, le tout animé par le formidable Pascal Praud. Mais parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie, nous pouvons également parler de nos rêves plus ou moins heureux et nous interroger sur leur portée. Peuvent-ils être réellement prémonitoires par essence, ou alors nous poussent-ils justement à les réaliser ? L'autre jour, par exemple, j'ai rêvé que j'étais au Chili l'année prochaine. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, bien évidemment que j'ai immédiatement sollicité un rendez-vous auprès de leur portée, afin de lancer la démarche de mobilité une semaine après la clôture des candidatures. Mais puisque la lutte est éternelle, et que Martin Luther King a dit un jour « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. » Alors j'y crois car oui, je crois en moi. Et moi j'y crois également parce que je pense que la pensée est créatrice, et qu'un rêve peut devenir prémonitoire si on le décide. Que l'on n'a finalement pas besoin de parler du loup pour en apercevoir la queue, ou le museau, ou n'importe quoi. Oh, pourquoi toujours la queue ? Qu'il suffit simplement d'y penser pour que l'événement se produise, donc non, la théorie ne se vérifie pas en permanence, et mon cher camarade Axel Poirier tentera tant bien que mal de vous le démontrer. Car même moi, parfois, j'aimerais dire à Christophe qu'il ne sert à rien de parler, d'aborder le sujet douloureux qui le pousse à crier « Aline !» pour qu'elle revienne. Comme si finalement elle allait finir par l'entendre et pointer le bout de sa queue « Oh Christophe, tu m'as manqué !» Allez, on t'embrasse Christophe, et on imagine que là-haut, peut-être auras-tu compris que rien ne sert de crier pour se faire entendre, il faut parler à point. Voire ne pas parler, demander à Munch. Édouard Baird vous dira « Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. » À méditer. Ah, la vie. Non, la vie. En vrai, c'est terrible, le loup, sa queue, etc. On aimerait que ça soit faux, mais au fond, tu le sais, mais tu te persuades, et toi-même, tu ne fais rien pour ne pas y aller. Comme si tu remettais tout à chaque fois inexorablement sur le destin. Parce que oui, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, force est de constater que certains événements peuvent sembler écrits, dessinés comme s'ils étaient prêts à vous arriver à vous et pas une autre personne. Juste à vous. Et moi, je me demande combien de fois encore je vais devoir baisser le regard afin de ne pas croiser ce qui représente trauma, tristesse en moi qui m'empêche d'avancer, me contraint à stagner, rester bloqué sur le même point de départ, sur la même ligne d'arrivée.
Oui, je me demande parfois si je serais assez fort pour supporter une autre tournure du destin. Un nouveau signe de sa part, une énième réapparition du loup. Si c'était seulement la queue qu'on apercevait quand on parle de lui. Mais le loup est pugnace et le loup ne s'arrête pas là en si bon chemin. Il poursuit sa mission, mais jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où peut-il avancer dans la pénombre de nos vies? Alors je me demande souvent si je devrais parler, non pas crier ou m'exclamer, mais simplement m'exprimer, afin de prévenir du danger bestial qui accompagne chaque sortie de ce féroce animal. Car oui, sait-on jamais s'il lui venait l'idée de s'attaquer à un autre membre de la meute, comment réagirais-je, en sachant que je n'ai rien fait pour éviter cela, pour éviter une nouvelle attaque, une énième balafre, morsure incurable. Alors quand on parle du loup, on en voit la queue. Et Dieu sait qu'on aimerait ne pas avoir à la voir, voire à ne plus jamais s'imaginer la voir. Mais la réalité fait mal, te murmure l'animal, à la vie à la mort, je te suivrai partout. À toi de vivre avec ces blessures du passé, je suis vraiment désolé du mal que je t'ai causé. Ce texte, je me le devais, je vous le devais, je nous le devais, même si je l'écris le cœur serré. Et si on pleure, pleurons des larmes de détermination. Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Et vous nous avez pas dit si le loup, pardon, je me suis trompé, mais c'était l'expression. Est-ce que l'homme est un loup pour l'homme? Est-ce que l'homme peut devenir un loup pour l'homme? Je pense que l'homme peut être un loup pour l'homme, mais parce que justement, il y a tellement de points de vue divergents. On voit, quelques moments auparavant, avant mon discours, quelqu'un a parlé sur les blocus, etc., que les blocus n'étaient forcément pas la bonne solution, etc. Mais justement, on se rend compte que finalement, le loup peut totalement être un loup pour l'homme, parce que le loup peut bloquer nos luttes, et le loup peut nous empêcher de ne pas aller au bout de notre lutte. Et moi, je pense que la lutte qu'on poursuit aujourd'hui, c'est une lutte qui est éternelle. Et la lutte qu'on poursuit aujourd'hui, il faut la continuer. Et les blocus, c'est pas forcément une mauvaise chose, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand il faut bloquer le pays, etc. Et voilà, merci d'applaudir, mais je pense qu'on est beaucoup à être d'accord, et voilà. Merci beaucoup. Non, ma question, c'est est-ce que l'homme est un loup pour l'homme? Oui, j'ai bien compris votre question, et j'ai essayé de m'en échapper de la manière la plus rapide possible. Voilà. Comme le loup, parce que le loup ne comprend pas toujours les questions, et depuis le début, j'avais peur que vous me posiez une question, car vos questions étaient toujours très pointilleuses. Et du coup, je n'y ai pas échappé, mais bon, merci beaucoup. À la négative, Axel Poirier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ici pour discuter de la pertinence de ce proverbe. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Bon, alors, le sujet peut paraître d'un premier abord assez dérisoire, pour ne pas dire complètement futile et sans intérêt, mais ne vous inquiétez pas, je suis la personne la plus qualifiée pour déblatérer pendant 4 minutes sur un sujet que je ne maîtrise pas et sur lequel je n'ai pas d'avis. Après tout, je suis étudiant à Sciences Po Lyon. Quand on parle du loup, on en voit la queue, signifie que l'évocation d'un nom amène l'invocation de la personne nommée. Alors à premier abord, cela peut sembler un peu magique, cryptique, voire ésotérique, mais accrochez-vous bien, on va aller plus loin. L'utilisation du pronom « on » semble préciser que pour que le rituel d'invocation fonctionne, la personne susnommée doit être discutée par au moins 2 personnes. Alors, est-ce pour une question de pouvoir d'âme, une quantité de mana à dépenser? Est-ce parce que nos esprits doivent être suffisants pour allécher et attirer ce démon des enfers que nous essayons de faire venir sur Terre? Bon, je vous dis que je pars un peu loin en amalgamant un gars qui arrive au détour d'une conversation avec la réincarnation de Satan parmi les hommes, et je ne parle pas d'Éric Zemmour, mais vous allez voir que ce parallèle n'est pas anodin. Pas celui avec Zemmour, ça c'était juste un tacle. Étudions en effet le choix du mot « loup ». Pourquoi le loup? En fait, le loup représente ici autre chose que l'animal. Le loup, c'est le mal. Plus encore, le loup, c'est le danger. C'est même le diable, selon les récits bibliques. D'ailleurs, l'expression anglaise dit directement « speaking of the devil ». Alors, le loup, c'est le danger. Dire, quand on parle du loup, on en voit la queue, c'est aussi dire qu'à force de parler de malheur, on va se la tirer. Et je ne suis pas d'accord avec cette mise en garde. Et cela n'a rien à voir avec le fait que j'ai pioché la négative, même si, dans une autre vie, j'aurais totalement pu vous soutenir la thèse contraire. Ne l'oubliez pas, je suis science-piste. Tout cela me rappelle une petite histoire que je vais vous raconter. Il était une fois un village dans la forêt. Les habitants de ce village n'étaient pas bien riches, ils n'avaient pas grand-chose, ils tiraient le diable par la queue pour survivre, mais tout le monde était heureux, et la vie coulait doucement, sans heurts.
Mais un jour, voilà qu'un loup commença à rôder autour du village. Personne ne l'avait encore vu, sauf une petite fille, qui se dépêcha donc de prévenir tous les adultes. Malheureusement, ils ne la crurent pas et l'accusèrent de crier au loup. Cependant, le loup, lui, il était bel et bien là. Et au lieu de prendre le taureau par les cornes, les villageois l'ignorèrent, et bientôt, les premières disparitions commencèrent. Elles avaient toujours lieu pendant les chaudes journées d'été ou les nuits d'hiver glacées. Les vieillards et les poupons semblaient être sa proie de prédilection. La petite fille continua d'essayer de prévenir les villageois du danger. Enfin, c'était évident à présent, le loup était en train de les tuer. Mais encore une fois, les habitants refusèrent de voir l'éléphant au milieu de la pièce. Alors la petite fille en parlait, encore, et le loup était là, partout, prenant de plus en plus de vie, rendant les nuits d'hiver et les jours d'été mortels. Et pourtant, rien ne fut jamais fait. Les années passèrent. Les villageois se faisaient de plus en plus rares et les survivants étaient épuisés par les conditions que leur faisait vivre la bête. Le village était simplement devenu inhabitable et il disparut, ravagé par le loup. Mais ce n'est pas le fait d'avoir parlé du loup qui l'a fait venir. On ne parle des loups que pour prévenir de leur arrivée. Le problème, c'est est-ce que les autres sont prêts à accepter d'en voir la queue ? Si leur intérêt est de l'ignorer, s'ils ne se sentent pas concernés par ce problème, alors il est bien plus facile de faire comme s'il n'existait pas. Pourtant, il faut en parler. Continuons à en parler de tous ces loups qui nous mettent en danger, de tous ces loups qui vont rendre nos terres arides et nos rivières asséchées, mais également des loups qui ne nous concernent pas directement. Ces loups qui dévorent leurs femmes, il faut en parler. Ces loups qui détruisent des régions lointaines, il faut en parler. Ces loups qui ravagent des peuples entiers, il faut en parler. N'ayons pas peur de parler des loups. N'ayons pas peur de déranger, de supposément attirer le danger. Parce qu'un jour viendra où les loups seront majoritaires. Et à ce moment-là, les villageois ne pourront plus rien y faire. On critique le loup, mais ils ont une technique de meute où le chef se trouve à l'arrière de la meute. Il protège ainsi tous les autres et a toujours un regard. Comment considérez-vous cette technique qui pourtant, il se met vraiment en dernier ? Est-ce véritablement un être si maléfique ? Ça n'en fait pas un être moins maléfique, au contraire, ça en fait un être qui ressemble de plus en plus à l'homme. Les généraux ne vont que rarement sur la première ligne, les patrons ne vont que rarement dans les usines. Je pense que le parallèle avec l'homme est encore plus facile, mais avec cette anecdote. Merci. Le dernier duo, quoi de plus seul qu'un héros de Boris? La positive, Nicolas Wörth. Quoi de plus seul qu'un héros? Quand j'ai vu ce sujet, je me suis dit qu'il fallait que je comprenne déjà ce qu'était un héros. Et fondamentalement, on ne naît pas héros, on le devient. Et ça, dès la Grèce antique. Les héros sont ceux qui, par leur action en tant qu'hommes, ont réussi à s'élever à un niveau supérieur, flirtant avec les divinités. Dès lors, la notion de héros crée un clivage dans la société. Les mortels d'un côté et les héros. Ceux qui, supérieurs, ont réussi à approcher les dieux. Le héros est alors par essence seul, ou au moins peu entouré. Il est différencié de manière fondamentale du reste de la société. Il n'est presque plus de l'espèce humaine. De nos jours, le héros fictionnel s'est multiplié, présent dans toutes les séries Netflix, films, jeux vidéo. Loin d'être resté ce personnage exceptionnel conté par les bardes, il en devient presque banal, et cette figure héroïque irréelle perd de son intérêt. En revanche, ceux qui continuent de capter cette admiration presque universelle, ce sont les héros du monde réel. Pas ceux qui ont fait fortune ou qui ont découvert des idées inédites auxquelles on ne pourra jamais vraiment s'identifier. Non, les vrais héros qu'on croise tous les jours dans la rue, les héros du quotidien. Ces corps en uniforme qui font rêver les enfants dès leur plus jeune âge,
Pas de patrouille, Sam le pompier, Docteur la peluche, les exemples ne manquent pas. Les uniformes sont nos héros du quotidien à tous. Pour les adultes, il suffit de voir la réaction des Français après les attentats de 2015, l'incendie de Notre-Dame ou la gestion du Covid. À chaque crise majeure, les corps en uniforme sont adulés. Et ces métiers héritent de tout ce qu'implique la qualification de héros. Ils sont différenciés des autres, socialisent avec ceux qui partagent leur corps de métier, se sentent moins proches des gens ordinaires. Pour preuve, d'après le journal européen de criminologie, la police française est la police d'Europe qui a le moins confiance en sa population. On comprend alors pourquoi elle s'en éloigne. Mais l'isolement ne s'arrête pas là. Ces corps se sentent incompris et séparés de ceux avec qui ils sont censés traiter, mais aussi de ceux qui sont censés les commander. Tous les métiers en uniforme réclament des augmentations depuis plusieurs années, sans que l'État n'écoute, préférant réduire le budget de la fonction publique. Tous les métiers en uniforme réclament de meilleures conditions de travail. Encore une fois, l'État refuse. Il faut réduire le budget de la fonction publique. Plus d'effectifs, de matériel, de meilleures formations ? Hors de question. Il faut réduire le budget de la fonction publique. Alors, les métiers n'attirent plus. Moins d'étudiants en soins infirmiers, moins de candidats policiers compétents. Alors on baisse les exigences pour continuer à recruter. Possibilité de porter une arme au bout de 3 mois de formation, d'obtenir le concours de police avec une note de 7 sur 20. On arrive alors dans une situation où les anciens se sentent seuls et les jeunes ne sont pas réellement formés. Au final, cela mène vers un renfermement. S'ils ne sont pas compris ni par ceux qui sont censés servir, ni par ceux qui les dirigent, vers qui peuvent-ils se tourner ? La défiance du système, le rejet de celui-ci, incarné par le RN. 67% des fonctionnaires de police ont voté pour Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle de 2017. 7 policiers sur 10 en arrivent à voter pour l'extrême droite. Et certains se radicalisent encore plus, comme on a pu le voir avec des symboles comme le Punisher ou la Thin Blue Line affichés sur les uniformes de certains policiers en manifestation. Loin du simple symbole, ces idées se traduisent sur le terrain. Comment veut-on que des policiers isolés, n'ayant pas confiance en leur population, largement acquis aux idées d'extrême droite, protègent efficacement et impartialement la population ? Pire, le ministre de l'Intérieur, de plus en plus proche de l'extrême droite, semble avoir compris ces problématiques. Alors, cette solitude est instrumentalisée, utilisée par le commandement. Les Bravem, par exemple, ont peu ou pas de contact radio avec leur commandement, se déplacent souvent uniquement en binôme, alors que, dans le même temps, l'adversité montre entre les citoyens et les policiers, ces derniers ne suivant aucune directive de désescalade de la violence. Toutes les conditions sont remplies pour utiliser la police pour faire peur et non pour protéger. Dans cette situation d'abandon des corps en uniforme, quoi de plus seul que 2 héros déconnectés des citoyens et de leur hiérarchie, à qui on donne une moto et des armes, au cœur des manifestants qu'on leur a appris à détester ? Quoi de plus seul que les héros qu'on a applaudis à 20h pendant la crise du Covid, mais que les Français n'ont pas soutenus au moment de protester pour de meilleures conditions ? Ces problèmes sont systémiques et loin d'être le fruit d'individualité. Il faut remettre en question nos institutions et financements pour retrouver un hôpital qui soigne, des pompiers qui secourent et des policiers qui protègent. En attendant, dans la situation actuelle, quoi de plus seul qu'un fonctionnaire en uniforme français ? Quand vous étiez petit, c'était qui votre héros ? J'ai beaucoup de mal avec les questions comme ça, à choisir une personnalité. J'ai du mal à choisir un film préféré ou sur des trucs parce que j'ai pas tant de souvenirs. Mais j'ai vraiment pas d'idée. Votre doudou, c'était quoi ? Mon doudou ? Alors je l'ai encore. C'est un petit ours polaire blanc, et à peu près comme ça. Et il a des billes noires en termes de jeu. Et je pense pas que c'est une symbolique très particulière, c'est surtout une question d'habitude. Comment ? Non. Et à la négative, Alice Vidal. Mesdames, Messieurs, chères oratrices, chers orateurs, chers jurys. Depuis l'Antiquité, le héros est un demi-dieu. L'homme célèbre, la réussite dans les yeux, est doté d'un courage extraordinaire. Mais la question c'est, a-t-il un ou plusieurs partenaires ? Le héros n'a pas peur, il n'a pas droit à l'erreur. Par conséquent, pour vaincre ses adversaires, il peut compter sur ses frères et sœurs, sur ses confrères et ses consœurs. En effet,
Le héros a un soutien visible. Et si pour certains ses actions sont risibles, la majorité applaudit ses exploits, dus à tous les moyens que le héros déploie. De plus, l'union fait la force quand la situation se corse. Ce proverbe n'a rien de magique, outre le fait que ce soit la devise de la Belgique. Il a été employé pour la première fois dans l'Iliade d'Homère au sujet de la guerre de Troie. Alors, si même le dieu Poséidon préfère s'allier face à la faiblesse des humains, les héros d'aujourd'hui ont intérêt à travailler main dans la main. Je vous le demande, quel soldat peut-il réussir sa mission sans sa division? Quel soignant peut-il soigner ses patients sans ses assistants? Par là, je condamne la vision d'un héros individuel. L'efficacité de ses efforts ne pouvant que s'émietter, je pense que rien ne vaut la solidarité face à un monde cruel. Je ne veux pas parler d'un seul héros, mais bien de plusieurs héros et héroïnes, car oui, n'oublions pas les femmes. Sortons de la définition antique qui néglige ces dames et concentrons-nous sur le courage qui les anime. Non seulement les héros sont dotés de bravoure, mais ils doivent également être guidés par l'amour. Ainsi, face aux atrocités de l'humanité, rien de meilleur que la compagnie. Amante, amant, ami ou amie. Il n'y a rien de plus fort que l'union dans l'effort. On connaît tous des histoires, livres ou films, fiction ou réalité, vous ne pouvez pas le nier. Vous avez tous eu droit au duo héros-méchant le soir. À partir de Sam Sam, le plus petit des grands héros, jusqu'aux Avengers qui sauvent le monde, on peut dire que dans leur scénario, les producteurs n'ont pas oublié les héros. Vous l'avez certainement remarqué, les auteurs et les producteurs ont toujours aimé s'inspirer de la réalité pour dépeindre notre société, souvent en chute libre, dépravée. Ils ont juste à créer des héros pour amener un peu de gaieté ou de répit dans les dystopies. Vous avez tous été enfants. Vous avez tous eu peur des méchants. Mais rien de mieux que les happy ends, n'est-ce pas? Et oui, il nous faut de l'espoir dans ces histoires. Voilà le rôle du héros, son pouvoir. Il y a des personnes que je qualifie comme des créateurs de héros. Ces personnes-là ont compris l'importance de l'entraide pour le héros commun. Ainsi, dans ces scripts basés sur des mythes, les héros, leurs amis et leurs partenaires ne font qu'un. Tout cela est très beau, mais il faut aller plus loin. Car pour aller au lendemain, l'humanité a besoin de beaucoup de héros et de héroïnes. Ce n'est peut-être pas moi, avec mes rimes, qui vais vous convaincre de l'existence des héros anonymes. Mais même sans célébrité, il ne faut pas oublier qu'avec leurs forces collectives déployées, les causes telles que l'humanité peuvent être sauvées. Non, le héros n'est pas seul. Et ce soir, je veux tourner ce sujet en question après avoir interrogé la notion. Quoi de plus seul qu'un héros? Son adversaire, bien sûr. Le méchant, le destructeur, la raclure. Il n'a pas d'amis, pas d'amour. Vous me direz, il est quand même entouré. Mais ses sous-fifres sont seulement là pour le blé. Le bandit, le malfaiteur, est seul. Et cela jusqu'à sa mort dans son linceul. Ses réussites sont la postérité et la prospérité, tandis que les héros auront gardé leur intégrité. Enfin, si la vision d'un héros seul domine, c'est certainement car l'histoire des grandes figures culmine. Quittez cette pensée biaisée. Tous les héros et héroïnes l'ont bien mérité. Donc pour vous, un héros, il est jamais seul. Si vous deviez être l'acolyte d'un héros, ça serait de qui? Je pense que j'aurais plusieurs rôles en fait. Parce que le héros, pour moi, il a un soutien global de la part de toute la population, à part ceux qui sont du côté du méchant, mais comme je l'ai dit, ne sont là que pour le blé. Et je serais aussi une amie. Si c'était mon mari, je serais sa partenaire. Je pourrais être plusieurs choses. Et pour moi, dans tous les cas, chaque soutien, il a son importance pour le héros. Et même un soutien distant, simplement un like sur Instagram, ça peut être important. Et vous m'avez pas répondu, vous m'avez pas dit qui serait votre héros. Peut-être son ami alors. Je serais de bons conseils. Qui est le héros? Certainement pas Macron. Et du coup, je dirais peut-être
C'est bête parce que tous les héros auxquels je pense sont déjà décédés. Quand j'étais petite, je vous aurais dit ma grand-mère. Et aujourd'hui, je vous dirais mon grand-père. C'est un héros du quotidien. Il est là pour la nature. Et je pense que c'est quelqu'un d'important, même si personne ne le connaît ici. Cher public, une étape vient de se tourner. C'est une page qui se tourne plutôt. Je pense qu'on oublie l'angoisse, le temps et le travail qu'a pu être de produire ces discours. Alors, moi je pense qu'on pourrait refaire beaucoup de bruit pour chaque oratrice et chaque orateur qui est passé ce soir. Maintenant, ça va être l'étape fatidique, l'étape de la délibération du jury. Je vais vous sortir une phrase de tête à claque, mais bon, l'important c'est d'avoir participé pour ceux qui ne sont pas sélectionnés. Ça va être le moment pour vous de soulager vos vessies, de faire vos injections de nicotine. Rappelons que la drogue est proscrite. Et puis on se retrouve d'ici un quart d'heure pour les gagnants et les sujets qui seront le 24 avril. Merci. Bien. Le couperet est tombé. 8 orateurs et oratrices ont été sélectionnés. J'appelle Monsieur William Bertrand pour en annoncer 3. Oui, vas-y, à toi William. Merci pour vos prestations. On va faire un bilan global, chacun en énumérant ceux sélectionnés. Globalement, point positif, point négatif. Je vais commencer par le négatif. Beaucoup de lectures de textes, malheureusement. C'est de l'éloquence avant tout. Vous avez un public. Il faut le captiver, ce public. Il faut l'observer, le regarder. Les notes sont là pour être un support, non une prison. Autre point, sur la tonalité, que celle-ci ne soit pas trop monotone, sinon c'est l'endormissement. Voilà, point positif, il y avait de la fougue, il y avait de l'émotion, il y avait de la recherche de textes, de tournures. Très intéressant, la langue française est riche, très riche. Puisez-la, c'est un puits sans fond. Voilà, je vais citer 3 personnes et je laisserai mes chers collègues. Nous avons sélectionné, donc dans le désordre, Nathan Hacklock, Alice Vidal. Venez ceux qui sont sélectionnés. Benedetti, j'ai peur de Chiara. De torcher. Effectivement, comme il a été dit, on trouvait que c'était un petit peu lu, mais on a noté que certaines personnes faisaient des rimes, qu'il y avait de la recherche. On a trouvé aussi que, bon, on est à Sciences Po, mais c'est peut-être quand même tous les sujets un petit peu politisés. Certaines références historiques sont agréables à entendre, d'autres manquent un petit peu de références aussi, comme l'aurait souligné mon collègue. Je vous inviterai aussi, voilà, outre le fait de moins lire, c'est de regarder le public, les personnes à qui vous vous adressez, et à lâcher un petit peu le pupitre, pas comme je suis en train de le faire. Voilà, parce que le pupitre, il ne sert pas à vous tenir droit.
Je vais donc inviter 3 personnes qui ont été sélectionnées à nous rejoindre également. Donc, je sais plus qui Faut a se été... planter. Là, faut pas se Je planter. sais plus déjà qui a été invité. Donc Pauline. Mia. Et Alice. Alice Vidal. Elle est déjà. Eh ben, Charlotte. Alors, déjà, je voudrais vous remercier pour ce moment que nous avons passé ensemble. Bravo. Vous êtes en première année, c'est ça, deuxième année? Première et deuxième année? Voilà. Ok. Plutôt que de vous faire des retours, j'aimerais vous donner des petits conseils pour ceux qui vont aller en finale. Déjà, la première chose qu'on a appréciée pour certains, il faut que vous viviez plus vos textes. Il faut que vous soyez congruents, c'est-à-dire il faut que vous habitiez ce que vous êtes en train de dire. D'où l'intérêt de se détacher du pupitre. Essayez de vivre ce que vous avez. Comme disait Audiard, il faut que vous montriez votre fêlure. Audiard disait « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Certains d'entre vous ont laissé passer quelques fêlures. On parlait de leur grand-père. Il faut le faire. Il faut qu'on vous découvre. Il ne faut pas qu'on sente un texte qui a été plaqué et que vous répétez comme une antienne. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand vous sortez vos tripes. Prenez des risques. Peut-être que vous finirez en larmes, peut-être que vous finirez... Mais il faut que vous soyez habité par le texte que vous êtes en train de dire. Ça, c'est très, très important. Mais vraiment, il faut... Et ceux qui ont fait la différence ce soir, c'est ceux qui ont su mettre un supplément d'âme au fond de... Donc cette petite phrase que j'ai retenue, « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Alors, on va en nommer plusieurs. Il nous reste Axel Poirier. Axel, ça a été notre coup de cœur, on peut le dire. On peut le dire. Axel, on va pas faire comme à la télé, je vais te tutoyer, hein, c'est pas grave. Non, il pourrait être mon fils. Donc, tu as fait la différence parce que justement, tu as ouvert ton cœur. Tu as raconté une histoire, tu t'es détaché du texte et on a senti une émotion. Donc c'est hyper important, il faut se servir de ça. Bravo à toi. Et surtout, tu as eu beaucoup d'à-propos à la question qu'on t'a posée. Je ne sais plus qui t'a posé une question. C'est toi? Non, c'est toi qui a posé une question et derrière, tu t'en es très bien sorti. Donc bravo, c'est notre coup de cœur. On a qui d'autre? On est d'accord? Oui. Pour son effet de manche au début, et on l'a vu arriver comme un loup, Martin. Et la dernière sélectionnée, c'est Pauline. Elle est déjà... Alors, si on refait le tour, qu'on ne fasse pas d'erreur. Chiara, d'accord, Mia, Pauline, Charlotte, Nathan, Martin, Axel et Alice Vidal. C'est bon, on a fait le tour. Pour les autres, pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, c'est pas un drame. Et surtout, déjà, vous avez osé. Ce que ceux qui sont dans le public n'ont pas fait. Donc déjà, c'est bravo parce que c'est votre premier discours. Qui sont ceux qui n'ont pas réussi ce soir? On peut les féliciter quand même. Il y avait qui? Vous, 1, 2, et le troisième. Voilà. Bravo à vous. Paris vaut une messe, c'est Henri IV. Je vais vous raconter l'histoire. Parce que je vous ai perdu sur cette histoire. Non? Vous savez, vous connaissiez l'histoire? Henri IV devait être roi de France, mais il était protestant. Et on lui a expliqué que si vous voulez être roi de France, il fallait qu'il devienne catholique, pour que Paris l'accueille. Et donc Henri IV a dit, Paris vaut bien une messe, et du coup il est devenu catholique. J'ai bien vu que je vous avais piégé, mais bon, je suis désolé. En tout cas, c'est pas grave, servez-vous de ce que vous avez fait ce soir. C'était culotté, c'était bien. Et pour les autres, donc n'oubliez pas, mettez-y votre supplément d'âme. Et autre chose que vous n'avez pas tous respecté, c'est le temps.
Pour beaucoup, les temps étaient quand même un petit peu justes, ou pour certains, on les a dépassés. En tout cas, bravo, merci aux organisateurs. Peut-être que vous voulez dire un petit mot pour terminer. Et on se retrouve le 24, c'est ça, au Théâtre de l'Odéon. Merci. Bravo. Et puis maintenant, ça va être... vous êtes encore là, parce qu'on va annoncer les sujets. Alors la greffière en chef, Justine Denis, va faire le tirage au sort. Et les sujets vont apparaître sur l'écran juste derrière vous. Donc si vous pouviez juste vous mettre en face pour qu'on puisse bien les voir. Justine, je te confie le micro. Restez là, prenez un peu. Merci. Alors les sujets sur les répliques de films sont le premier, je dis toujours la vérité, même quand je mens, c'est vrai, de Scarface. Justine, qui aura ce sujet? Et c'est Pauline. Bravo. Ensuite, est-ce que la vie c'est vraiment comme une boîte de chocolat? Forrest Gump. Justine. Et c'est Axel. Axel. Faut-il ne jamais avoir l'air étonné? Itinéraire d'un enfant gâté. Martin. Martin Roman. Elle a tellement peur de déranger que ça en devient dérangeant, du prénom. Mia. Et vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui ne sont pas importants, de cuisine et dépendance? Pour Nathan. Nathan. C'est pas un malheureux, c'est un abruti. Y a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non? C'est pour Charlotte. Charlotte. Il n'y a pas de hasard. Il les a tués avec leur amour, c'est comme ça tous les jours dans le monde entier. C'est pour Alice. C'est pour Alice. Les très pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, très riches. Et bah du coup, c'est pour Chiara. C'est pour Chiara. Et bah bravo à vous, et puis bonne chance, il vous reste une semaine jour pour jour pour répondre le meilleur discours de votre vie. Merci. Merci beaucoup en tout cas.